Bonsoir, professeur Savandelgou. Merci d'être venu à notre série santé, émission où nous abordons des sujets médicaux de manière claire, encourageante et pratique. L'épisode d'aujourd'hui est très spécial. Il s'intitule Votre cœur, votre retour, embrasser la nouvelle ère des soins cardiaques. Si vous ou un membre de la famille avez vécu un problème cardiaque, cette discussion est conçue pour vous apporter clarté, confiance et un sentiment de maîtrise. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour cette émission. Donc, professeur, avec votre permission, je voudrais vous poser cette première question, à savoir, le premier chapitre de notre discussion portera sur comprendre les soins cardiaques aujourd'hui, les nouveautés et les points donc rassurants. Alors, docteur, professeur, commençons par une note d'espoir. Et professeur, commençons par une note d'espoir. Quel est le changement le plus important survenu aujourd'hui dans les soins cardiaques et qui devrait rassurer le patient? Merci bien de m'avoir invité pour cette interview. Il faut dire que ce qu'il y a de nouveau et d'assez intéressant concernant les soins cardiaques, les diagnostics sont beaucoup facilités grâce, bien sûr, à la clinique qui est l'élément fondamental, mais également les examens complémentaires tels que la biologie et les appareils qui peuvent effectivement d'ECG, d'écho et d'imagerie en fait, qui nous permettent de faciliter la prise en charge, le diagnostic et la prise en charge de nos patients. La prise en charge est encore améliorée avec, bien sûr, les possibilités thérapeutiques, aussi bien les mesures hygiéno-diététiques, les médicaments et sans oublier bien sûr la cardiologie interventionnelle et la chirurgie cardiaque qui permettent de faciliter la prise en charge de nos patients de nos jours. Alors, professeur, et le diagnostic précoce, pourquoi est-il un facteur si déterminant? Le diagnostic précoce permet une prise en charge adaptée et efficace. Comme on le dit classiquement, le temps, c'est du myocarde. Plus le temps passe, plus on perd du myocarde. Guérir en toute confiance, à quoi s'attendre après un événement cardiaque? Notre deuxième chapitre, mais c'est une question préoccupante. Bien, en fait, pour que le patient puisse se rétablir après les soins, c'est ce que vous voulez dire? C'est ça, c'est ça. Voilà. Il y a ce qu'on appelle la réadaptation cardiovasculaire, qui consiste bien sûr à réadapter progressivement la personne dans ses activités, c'est vrai, mais également à l'aider à mieux comprendre sa pathologie et adapter son traitement aux besoins. Sans oublier, c'est ce qu'on appelle classiquement l'éducation thérapeutique. Parfois, les patients se demandent souvent que se passe-t-il ensuite. Pouvez-vous décrire les parcours de guérison après un événement cardiaque? Après un événement cardiaque, bien sûr, il y a la prise en charge hospitalière. Après, le malade cherche à être réinséré dans son milieu familial, puis dans son milieu professionnel, et bien sûr, lui permettre d'avoir la possibilité d'avoir d'autres ambitions. Et pour cela, avec l'accompagnement de l'équipe médicale, cela est bien possible. La peur est une préoccupation majeure. Peur de déménager, peur d'une nouvelle crise. Comment les gens peuvent-ils la surmonter, cette peur? Bon, l'apport, effectivement, parce que la survenue d'un événement cardiovasculaire ne veut pas dire que vous n'en aurez plus. C'est bien possible, un épisode autre est bien possible, et pour cela, il faut de l'accompagnement. Il faut que le malade soit compliant, qu'il accepte effectivement de prendre ses médicaments, respecter les contrôles, les rendez-vous du médecin, et deuxièmement, le médecin doit utiliser à fond les recommandations dans la prise en charge de ses patients, de manière à ce que la prise en charge soit optimale. Les médicaments cardioprotecteurs, les alliés précieux dans votre rétablissement, si je peux me permettre le terme.
Et professeur, parlons maintenant des médicaments. Beaucoup de patients se sentent dépassés. Quel est votre message à leur adresse? À leur adresse, s'il vous plaît. Les médicaments, il faut reconnaître qu'il y a des molécules qui permettent une meilleure prise en charge dans la mesure où les prix sont le plus souvent uniques et ce qui favorise bien sûr l'adhérence. Donc, par conséquent, je pense que le patient peut facilement adhérer à la prise en charge et améliorer ainsi son état de santé. Professeur, avant de poursuivre, de nombreux patients souhaitent comprendre les médicaments qui leur sont généralement prescrits après un accident cardiaque, notamment des noms comme par exemple le, la torvastatine, comme par exemple le clopidogrel ou la Rivaros avant, oui. Pouvez-vous nous les expliquer en termes simples? Bon, effectivement, concernant ces médicaments, la torvastatine, c'est une statine, donc c'est une substance qui va permettre de réduire le taux élevé du cholestérol, donc par conséquent, protéger les parois vasculaires, c'est une très bonne chose. Le clopidogrel, c'est pour empêcher la formation des caillots. Et troisième médicament, vous parliez De Rivarose avant. Le Rivarose avant, c'est une substance qui permet un anticoagulant qui va empêcher la formation de caillots. Mais pour que le malade comprenne parfois l'utilité des médicaments, un par un, c'est beau, c'est vrai. Mais en réalité, il a du mal à pouvoir se l'expliquer plus tard, après la sortie du cabinet. Vous lui avez expliqué, il a bien compris, il est content, mais quelques jours après, il a oublié. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons juste une anecdote, c'est imager un peu la maladie. La maladie, c'est comme un tronc d'arbre coupé qui est posé. Quand on dit à une personne de soulever le tronc d'arbre, il est incapable. À deux, ils vont transpirer. Et quand ils sont trois ou quatre, le déplacement de ce tronc d'arbre est facilité. Donc, par conséquent, le malade comprend mieux cela, l'utilité d'avoir tous ces médicaments pour que, effectivement, que ce tronc d'arbre puisse être déplacé. C'est une explication très claire, mais beaucoup s'inquiètent de l'utilisation à long terme. Et comment rassurez-vous ces personnes-là? Effectivement, il y a de quoi craindre l'utilisation à long terme parce que les effets secondaires, certains vous diront même que ça peut occasionner une insuffisance rénale. Non, le médecin, quand il prescrit un médicament, c'est qu'il a pris en compte l'état du patient, aussi bien sur le plan clinique que sur le plan paraclinique. Et en fonction de cela, il prescrit un médicament. Ce médicament prescrit va nécessiter une surveillance à travers les effets secondaires que le malade peut présenter et qui peuvent entraîner l'arrêt du médicament ou bien, et sur le plan biologique, les paramètres peuvent être perturbés qui vont amener le médecin à retirer le médicament et à mettre un médicament plus adapté à l'état du patient. Concernant la régularité de la prise de médicaments, c'est un vrai défi, n'est-ce pas? Oui, la régularité des prises de médicaments, c'est-à-dire que je le disais tantôt, il y a des médicaments qui sont en prise unique pour toute la journée. Il y a des médicaments qu'il faut prendre 2 fois par jour. C'est là où vient le problème. Mais il faut faire comprendre simplement aux patients que un médicament est, est utile, actif pendant une période donnée. Au-delà de cela, il faut en prendre encore pour toujours bénéficier de ses effets bénéfiques. Nous allons passer maintenant à un thème, le mode de vie qui vous fait du bien, les habitudes simples pour les meilleures versions de vous-même. Passons maintenant au mode de vie. Quelles sont les activités les plus agréables et réalistes pour lesquelles les gens peuvent débuter? D'abord, concernant l'activité physique, il est important, avant de s'y engager, de voir un médecin. Et mieux, un médecin cardiologue qui va faire le point concernant votre état de santé cardiovasculaire. Parce que l'effort en lui-même peut être à l'origine de certains troubles cardiaques. Donc, pour des patients qui ne sont pas préparés dans ce sens, il est néfaste. Donc, premièrement, voir le médecin,
s'ils donnent son OK pour l'activité physique, vous la pratiquez, mais en allant progressivement. Si nous prenons l'exemple de la marche, c'est de commencer à marcher 5 minutes aller, 5 minutes retour, ça fait 10 minutes, et progressivement augmenter jusqu'à atteindre 20 minutes à l'aller et 20 minutes au retour, ce qui nous fait 40 minutes. Et cette activité physique doit être pratiquée tous les 2 jours. Donc, en une semaine, il y a 3 séances qui sont pratiquées, parfois voire 4 séances. C'est très bon pour la santé cardiovasculaire. En matière alimentaire, en Oui. matière d'alimentation plutôt, De- le patient reçoit des conseils contradictoires. Comment adopter une alimentation saine pour un cœur en toute simplicité? Bien, nous connaissons bien la formule par jour, 5 fruits et légumes par jour, moins de sucre, moins de gras, pour effectivement permettre une bonne activité, une bonne santé, c'est vrai. Mais il faut dire que dans la pratique, il n'est pas aussi simple de pratiquer. Mais ce qui est important, c'est d'avoir à l'esprit qu'il faut des fruits et des légumes variés en fonction de la saison. Il ne faut pas forcément se dire que c'est tel fruit qui est indiqué, ok, mais ce fruit n'est pas de saison. Non, consommer les fruits de saison et les légumes. Bien sûr, avec les glucides, les protéines également. Le stress et le sommeil sont deux piliers souvent négligés. Quel est leur impact sur la récupération? Le stress, comme vous le dites, il est de nature très variée. Et le stress contribue, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Donc ce stress peut être à l'origine d'un événement cardiovasculaire. Et un événement cardiovasculaire, qu'est-ce que c'est? C'est un infarctus du myocarde, c'est une angine de poitrine, c'est une insuffisance cardiaque, c'est un trouble du rythme avec mort subite possible, sans oublier bien sûr les AVC, les accidents vasculaires cérébraux. Nous allons aborder notre thème qui est donc la réadaptation cardiaque, la démarche la plus positive que vous puissiez entreprendre. Alors, la première question par rapport à ce thème, c'est de savoir, vous avez évoqué la réadaptation cardiaque précédemment. Pourquoi considérez-vous qu'il s'agit de l'étape la plus positive? La réadaptation cardiaque, bien sûr, après un événement cardiovasculaire, l'organisme est diminué. C'est de le ramener progressivement à atteindre un milieu optimal, un niveau optimal, lui permettant au patient de reprendre ses activités progressivement, mais de façon efficiente. Et que se passe-t-il réellement pendant une cure de désintoxication? La cure de désintoxication, là, vous parlez de la toxicomanie, c'est une situation. Il y a quand même la notion de réadaptation. Oui, c'est amener le sujet à s'éloigner de ce facteur addictif. Et ça procède le plus souvent d'une prise en charge psychologique très importante parce que l'addiction, quand elle survient, suite à quelque chose, c'est-à-dire à une épine irritative, comme on a l'habitude de le dire, c'est-à-dire que le patient a eu un souci et ce souci l'a amené à pratiquer une attitude qui n'est pas conforme pour sa santé. Et c'est comme ça que crée l'addiction. Donc, il faut forcément une prise en charge psychologique. Et habituellement, ce sont les psychiatres qui aident beaucoup dans ce sens. Parlant d'outils modernes, les applications et les objets connectés sont-ils utiles? Ces appareils sont nécessaires, sont utiles tout simplement parce que c'est d'utilisation facile. Et même à distance, le médecin peut avoir des informations précises sur l'évolution de son patient et lui procurer des indications. Faites cela, et ou bien j'envoie quelqu'un, j'envoie une ambulance vous chercher parce que la situation est critique. Ce sont des moyens très utiles pour la prise en charge. Surtout que le ratio entre les patients et les médecins, ce ratio n'est pas atteint dans tous les pays. Comment faut-il, comment, en comment font-ils pour rester motivés sur le long terme? Non, non. Comment les malades font-ils pour rester motivés tout au long terme, si vous voulez? Comment les malades font-ils pour rester motivés au long terme dans une prise en charge? On sait que la pathologie hypertensive, souvent, c'est une pathologie
de long cours, on est hypertendu à vie, etc. Donc, comment ces malades-là font pour donc rester motivés tout au long? Bon, les malades peuvent rester motivés à travers, bien sûr, les contrôles. Quand il vient au contrôle, que le médecin lui dise qu'effectivement son état est stable, il n'y a pas d'évolution négative. Donc, par conséquent, ça peut l'encourager effectivement à poursuivre son traitement. Et que si le médecin détecte une anomalie à son niveau, qu'il lui propose tout de suite comment corriger cette anomalie, ce qui va le motiver à continuer à venir pour ses contrôles. Parce qu'à cette occasion, le médecin peut identifier une anomalie et procéder à sa correction. Et ça peut être motivant. Docteur, professeur, cette conversation a été tellement rassurante et encourageante. À tous ceux qui nous écoutent, se rétablir après un accident cardiaque n'est pas n'est pas seulement impossible, c'est votre histoire de renaissance. Merci de nous avoir suivis dans notre émission Votre cœur, votre retour. Gardez donc espoir, restez actifs et on se retrouve dans une prochaine émission. Merci, je vous remercie. Merci bien.